Donc, globalement, le contenu du chapitre va porter sur la notion de structure de données, les deux types de structures de données contiguës et chaînées, la notion de variable statique et variable dynamique, la notion de pointeur, l'allocation dynamique de tableaux, c'est-à-dire allouer dynamiquement un vecteur, une matrice, une chaîne de caractères. Lorsque je dis tableau, ça englobe les trois types. Il y aura les listes chaînées avec leurs variantes, la liste unidirectionnelle, la liste bidirectionnelle et la liste circulaire. Voilà, donc globalement, ce sera ça le contenu du chapitre. Voilà, donc si on veut définir la notion de structure de données, donc on dira qu'une structure de données est une organisation des données, c'est une manière d'organiser les données en fait en mémoire, c'est sûr, pour d'une part faciliter l'accès à ces données, pour les retrouver facilement et pour faciliter leur manipulation. Leur manipulation, ça veut dire en fait faire des opérations sur ces données. Quelles sont les opérations que vous pouvez faire sur une structure de données, n'importe laquelle? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Hein. Les opérations que l'on peut faire sur une structure de données, lesquelles? Non, l'affectation, non. C'est modification dans une structure de données, je vais garder. D'accord? Ok? Vous me dites la suppression. Avant la suppression, vous avez l'insertion, oui, la fusion, voilà. Donc, ce que je peux faire comme opération sur les structures de données, c'est en fait d'abord une recherche, une insertion, une suppression, une modification, comme vous avez dit, une fusion. Je peux procéder aussi à un tri, d'accord, un réordonnancement des données, etc. Ok, voilà. Donc, c'est quoi le but d'une organisation des données? C'est gérer les données de manière efficace, de manière à répondre à deux critères. Mais parfois, les deux critères, ils sont contradictoires. Lorsque je veux représenter des données en mémoire, je dois penser à optimiser l'espace mémoire. C'est-à-dire, je me dis, je vais représenter ces données, mais avec un minimum d'espace mémoire. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas gaspiller de la mémoire. Et pour effectuer une opération, n'importe laquelle, par exemple une insertion, une modification, une suppression, je vais essayer quand même de penser à une manière d'organiser les données pour que les opérations soient faciles à implémenter, soient faciles à faire. En fait, facile, ça veut dire qui nécessite un minimum d'instructions. C'est-à-dire que ça ne va pas demander trop de temps machine pour exécuter une opération. Donc, c'est les deux critères auxquels on pense lorsqu'on veut organiser des données. En fait, dans les exercices, peut-être que vous ne pouvez pas voir ça, dans les exercices de TD ou de TP, on vous dit toujours, on considère un vecteur, on considère une matrice, on considère une liste chaînée, mais dans la réalité, lorsque vous allez travailler ou là vous allez développer un projet, personne ne va vous dire utiliser un vecteur, utiliser une matrice, utiliser une liste chaînée. C'est à vous de voir. D'accord? Donc on vous pose le problème, on vous dit voilà les données que nous avons et voilà les opérations que l'on veut effectuer sur ces données. On aura besoin de faire des recherches, on aura besoin d'ajouter beaucoup d'ajouts par exemple, on aura besoin de faire des suppressions parfois. Après on vous dit bon, il faut penser à la meilleure manière de les organiser. Ça veut dire il faut réfléchir, est-ce que vous allez les organiser en vecteur, en matrice, en liste chaînée et ainsi de suite. Est-ce que vous allez les organiser en graphe, en arbre? Voilà, parce qu'en fait il y a beaucoup de structures de données. Hein. Voilà. Oh, là c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, après je vais corriger. Quand je change de PC, il y a des symboles, des équations.
Donc, une autre définition vous dit une structure de données, c'est une structure logique destinée à contenir des données afin de leur donner une organisation permettant de simplifier leur traitement, tout simplement. Avec une équation, je dirais une structure de données, SDD, est égale à E, un ensemble composé de deux parties, E et OP. Voilà, donc vous les voyez en bas. En fait, ce qu'il y a à la place des symboles, c'est E, virgule, OP. E, c'est quoi? C'est E1, EN, c'est l'ensemble des éléments à mettre dans la structure. Et OP, c'est un ensemble d'opérations qui vont permettre de manipuler ces données. Donc, c'est ce que je disais maintenant. Donc, l'accès et la manipulation de la structure de données doit répondre aux questions comment rechercher un élément, comment ajouter, supprimer, modifier un élément dans la structure. Les structures de données, bon, certains vous les connaissez, d'autres vous les connaissez pas. Les structures de données usuelles qu'on utilise donc pour organiser ou pour représenter des données en mémoire, on retrouve les tableaux. D'accord? En fait, les tableaux, c'est des structures à accès direct. Hein. Ça veut dire quoi, structure à accès direct? Quand je dis qu'un tableau est une structure à accès direct, ça veut dire quoi? On peut accéder à un tableau sans l'ouvrir. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. En fait, lorsque vous voulez accéder à un élément I, vous faites T de I. D'accord, T de I, sans faire une boucle pour arriver à T de I. Donc, directement, lorsque vous faites un T de I, vous voulez accéder à l'élément, vous avez un tableau de 1000 cases, vous voulez accéder à l'élément d'indice 600, vous écrivez T de 600. Et là, il faut savoir que l'accès, il est direct. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne fait pas un parcours jusqu'à l'élément I. C'est-à-dire on va pas faire une boucle pour I allant de 0 jusqu'à 600, faire I égale I plus 1, ou je me retrouve sur 6, sur l'indice 6. Non. J'écris T de I, quel que soit le I. Le premier, le dernier, celui du milieu, etc. C'est un accès direct. Je ne fais pas de parcours pour arriver à un élément. Et cette erreur, les étudiants la font beaucoup, hein. Parce que parfois je dis, je veux dans un programme, on veut accéder à une case T de I, ils me font une boucle qui fait I égale I plus 1 jusqu'à arriver à T de I. Non. Qui me fait, par exemple, J égale J plus 1 jusqu'à ce que J soit égal à I. Non. C'est faux, hein. C'est-à-dire que c'est une boucle que vous faites pour rien. Un accès à un élément du tableau est direct, même la matrice. Quand vous écrivez M de IJ, supposez que I égale à 6 et J égale à 20, c'est un accès direct à la case de ligne numéro 6 et colonne numéro 20. Vous n'êtes pas obligé de parcourir tous les éléments qui sont avant. C'est ce que ça veut dire accès direct. Ensuite, vous avez les structures linéaires, entre autres les listes. Vous connaissez les listes chaînées. Il y a les piles et les fils que vous allez voir cette année. Alors, pour les listes, je vais poser la question, je vais m'arrêter. Quand vous voulez trouver un élément dans une liste, vous voulez trouver le ième élément. Bon, c'est vrai que c'est pas indicé, hein. Il n'y a pas d'indice dans les listes, mais quand même, il y a le premier, le deuxième. Le premier, c'est celui de tête. Vous avez une liste qui contient 20 éléments, vous voulez arriver au 10e. Comment vous faites? On peut ajouter un compteur. Oui, vous êtes obligé de parcourir, c'est ce que je voulais, j'ai vu la réponse. Vous êtes obligé de parcourir et de compter. l'élément. Voilà, parce que le seul accès à la liste, c'est de la liste. Et donc, vous êtes obligé de parcourir. On dit que les listes sont des structures à accès séquentiel. D'accord? Séquentiel, ça veut dire que vous êtes obligé de parcourir. Voilà. Jusqu'à arriver à l'élément que vous cherchez. D'accord? Ça dépend. L'élément, le rang, le 5e, le 20e, le dernier. Même si vous voulez arriver au dernier, vous allez faire un parcours jusqu'à P point suivant égale nil. Quand vous arrivez à P point suivant, P flèche suivant égale à nil, vous arrêtez. C'est le dernier. D'accord? Voilà.
Voilà. Donc, c'est des structures linéaires. Pourquoi? Structure linéaire parce que pour passer à d'un élément à un autre, vous utilisez comme une ligne, suivant, suivant, suivant. C'est comme ça. C'est ça ce que ça veut dire, structure linéaire. Après, vous avez d'autres types de structures, des structures à niveau. Le niveau 0, niveau 1, vous allez comprendre lorsqu'on va faire les arbres. Eh bien, c'est les arbres. Vous avez les structures relationnelles qui ont une relation de voisin, par exemple. Un nœud est voisin d'un autre, un nœud est voisin d'un autre, c'est les graphes. Et vous avez les structures à accès par clé, les tables de hachage. Bien sûr, au fur et à mesure de l'avancement de votre cursus, vous allez comprendre, vous allez utiliser même les graphes, vous allez utiliser les tables de hachage. D'ailleurs, les tables de hachage, vous allez les connaître déjà lorsque vous allez faire, Inch'Allah, le module de POO. Il y a les tables de hachage, donc vous allez comprendre ces structures. Les graphes aussi, donc c'est pas difficile à comprendre. C'est vrai que c'est difficile à manipuler, c'est des opérations spécifiques. Voilà. Les arbres, ça fait partie du contenu du module. Même les tables de hachage, a priori, devraient faire partie du contenu du module, mais c'est impossible. De toutes les manières, on n'est jamais arrivé à ce stade, encore dans les années précédentes. Donc cette année, avec beaucoup de semaines en moins, on va pas y arriver. Ça sert à rien de faire la course avec le temps. Ok? Donc voilà, c'est les structures de données les plus utilisées. En fait, vous allez trouver ça avec leurs variantes pour représenter des données en mémoire. Voilà, donc pour choisir une structure de données, ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit, on va pas vous dire dans un projet, est-ce que vous allez travailler, ou vous allez développer quelque chose, on va pas vous dire utiliser un vecteur, utiliser une matrice, etc. C'est à vous de voir. Donc pour choisir une structure de données, il faut comprendre la nature des données d'abord. Il faut connaître le type des données que vous allez manipuler, c'est des enregistrements, quelle est la taille de chaque champ, etc. La taille des données, et les opérations à effectuer sur ces données. Donc, entre autres, il faut connaître la longueur des champs, la taille, la plage de valeurs possibles pour des données numériques, la quantité de données, parce que vous avez beaucoup de données à représenter. Est-ce que les données d'une exécution à une autre, la quantité des données va changer? Est-ce qu'elle va changer beaucoup? Et ainsi de suite. Et les différentes opérations à effectuer sur les données pour voir quelle est la meilleure structure qui nécessite le moins de traitement pour effectuer une opération. Voilà, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, minimum d'espace mémoire et un nombre minimal d'opérations pour répondre à une question. Voilà. Alors maintenant, il y a deux types de représentation en mémoire, la représentation contiguë et la représentation chaînée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une représentation contiguë d'éléments? Bon, ça veut dire que les éléments sont rangés l'un à côté de l'autre dans un espace contigu de la mémoire. Donc, en fait, si vous avez des éléments, parce que selon le type de l'élément, un élément, il a une taille en mémoire, selon le type. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si je prends un entier, par exemple, si les éléments sont de type entier, chaque entier, il va occuper 2 octets. D'accord? Et bon, j'attire votre attention, c'est pas toujours 2 octets, hein. Ça dépend des machines. D'accord? Bon, là, vous allez voir peut-être sur vos machines, vous allez trouver que le type entier, il occupe 4 octets en mémoire. Ça veut dire qu'on donne la possibilité de représenter plus de valeurs plus grandes sur votre machine. D'accord? Donc, on va partir sur, par exemple, 2 octets pour l'entier, 4 octets pour le réel, et ainsi de suite. En fait, 1 octet pour le caractère, et après, ça se calcule, tout le reste se calcule. Si vous avez un enregistrement, par exemple, vous avez un type date. D'accord, la date, c'est quoi? C'est jour, mois, année. Ok. Si vous déclarez jour, mois, année comme des entiers, par exemple, le 6/1/2021. Vous avez 3 entiers. Le premier entier, c'est pour le jour, le deuxième, c'est pour le mois, le troisième, c'est pour l'année. Donc, de la structure. Si je suppose que l'entier occupe 2 octets, un élément de type date, il va occuper combien d'octets en mémoire?
un élément de type date. Il lui faut combien de 6. Voilà, 6. Très bien. Donc, si tu considères, attends, hein, si tu considères que l'entier occupe 4 octets, si un entier occupe 4 octets, tu vas tomber sur 12. Moi, j'ai dit, je suppose que l'entier occupe 2 octets en mémoire. Donc, je fais un entier pour le jour, un entier pour le mois et un entier pour l'année. Ça va me faire 6 octets. Ça veut dire que si je déclare une variable de type date, je vais réserver, en fait, le compilateur va réserver un espace de 6 octets. D'accord? Ok? Donc, si je déclare une variable de type entier, le compilateur, il va réserver un espace de 2 octets. Si je fais un réel, je déclare un réel de type, une variable de type réel, il va occuper 4 octets. Non, le short, le long, etc., ça c'est spécifique. Ça c'est spécifique au C, hein, d'accord? Donc vous allez voir sur vos machines, vous avez un exercice, d'accord? Vous avez un exercice où vous allez utiliser l'opérateur size of. L'opérateur size of, bon, je vais vous l'écrire, hein, l'opérateur size of donne la taille d'un type en mémoire. Et vous allez savoir, il va essayer sur sa machine, il va savoir combien sur combien est codé l'entier ou le réel ou voilà. On écrit size of int comme ça. Size of int, il va donner la taille d'un entier. Si vous écrivez size of float, il va donner la taille du float. Si vous écrivez size of date, il va vous donner la taille d'une date, mais il aurait fallu déclarer le type enregistrement date. D'accord, vous allez le déclarer avec typedef, etc. D'accord, vous déclarez votre type date avec 3 champs entiers. Après, si vous lui demandez size of date, il va vous donner combien occupe un type, une variable de type date en mémoire. Voilà. Ok? Donc ça dépend. Oui, c'est vrai que c'est pas bon. On est parti sur la convention de 2 octets pour l'entier, mais en fait, je suis sûre lorsque vous allez regarder sur vos machines, vous allez trouver 4 octets pour l'entier, hein, et 8 octets pour le réel et ainsi de suite. Mais c'est pas grave. C'est juste une convention parce que sur les premières machines, l'entier était codé sur 2 octets, hein, et le réel sur 4 octets. Maintenant, cette histoire de short et long, c'est spécifique au C. Vous pouvez même demander le size of short, le size of long, voilà. C'est un exercice de TP, vous allez bien comprendre. Ok? Voilà. Donc on a dit dans une représentation contiguë, les éléments sont rangés l'un à côté de l'autre. Et voilà, s'ils sont rangés l'un à côté de l'autre, d'accord, lorsque par exemple vous avez un tableau de 10 éléments. D'accord. Le compilateur, il va vous réserver pour 10 éléments entiers, d'accord, il va vous réserver l'espace qu'il faut. Donc, si un élément occupe 2 octets, les 10 éléments, ils vont occuper 20 octets. Donc, il va vous réserver les 20, mais il va les mettre dans un espace contigu, l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire 2 octets pour le premier élément, pour le T de 0. Les 2 octets suivants, c'est pour le T de 1. Les 2 octets suivants, c'est pour le T de 2, etc. Et c'est pour cela qu'on vous dit, regardez en bas, il suffit de connaître l'adresse du premier élément pour accéder à tous les autres. C'est normal. C'est normal. Je connais où se trouve le premier. 2 octets après, je vais trouver le deuxième. 2 octets après, je vais trouver le troisième. 2 octets après, je vais trouver le quatrième, et ainsi de suite. Bon, là, je dis 2 octets parce que c'est un tableau de type entier. Maintenant, si je prends un tableau de type date, chaque élément, il va occuper 6 octets. Donc, j'ai le début du tableau, c'est le T de 0, le premier.
C'est la première date. Si je veux voir la deuxième date, le T de 1, c'est donc 6 octets plus loin. D'accord? Si je veux connaître, si je veux voir l'élément T de 2, c'est encore 6 octets plus loin, et ainsi de suite. C'est ça le principe. Et vous allez mieux comprendre lorsqu'on arrivera au pointeur. Maintenant, dans une représentation chaînée, les éléments sont éparpillés en mémoire. Ils ne se trouvent pas dans un espace contigu l'un à côté de l'autre. J'ai un élément à une adresse, j'ai un autre élément plus loin à une autre adresse. D'accord? Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Et là, pour retrouver les éléments, vous avez vu pour ceux qui ont fait la liste chaînée, pour ceux qui n'ont pas fait, vous allez voir cette année, vous avez le point d'entrée du premier, vous avez la tête, vous accédez au premier. Mais pour accéder au deuxième, vous ne pouvez pas faire plus 2 octets, vous allez le retrouver, non. Il vous faut un suivant, un chaînage vers le deuxième. Le deuxième va avoir le chaînage vers le troisième. Le troisième va avoir le chaînage vers le quatrième et ainsi de suite. Ça veut dire chaque élément, il a une adresse de l'élément qui le suit. Il dit voilà, mon suivant, il se trouve à l'adresse telle. Le système peut accéder à l'adresse telle. Le deuxième, il va dire mon suivant, il se trouve à l'adresse telle. On va aller à l'adresse telle et ainsi de suite. Mais l'essentiel, les éléments sont éparpillés en mémoire. C'est clair? Oui. Ok. Alors, les limites de la représentation par un tableau, que ce soit un tableau vecteur, matrice ou bien une chaîne de caractères, le nombre d'éléments doit être connu au préalable. C'est-à-dire, on doit connaître. D'accord? Et là, il faut définir une taille maximale X. C'est-à-dire que je sais que mes éléments, le nombre de mes éléments d'une exécution à l'autre ne risque pas de dépasser 500. Donc, là, je vais déclarer un tableau de 500. Mais ce qui n'est pas bon. Moi, j'ai déclaré un tableau de 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système a réservé 500 fois la taille de l'élément. Par exemple, si c'est des réels, il va réserver 500 fois 4. D'accord? Octets. Donc, il va réserver 2000 octets en mémoire. Mais supposez que pour une exécution, je vais utiliser 10. Vous imaginez? 10 fois 4 sur les 500 fois 4. D'accord? Donc, tout le reste, c'est un espace qui n'est pas utilisé. Mais, je me dis peut-être, à une exécution, je vais utiliser 500. Mais d'une exécution à l'autre, ça change. Parfois, j'ai 500, parfois j'ai 20, parfois j'ai 10, parfois j'ai 100, parfois... Mais, je suis obligée de déclarer une taille maximale. Donc, en fait, c'est comme si je gaspillais de l'espace mémoire. D'accord? Si je n'ai pas tout le temps besoin des 500. Autre limite ou la autre inconvénient des tableaux, c'est que, je vous ai dit, les tableaux, ils sont rangés, les éléments du tableau, ils sont rangés l'un à côté de l'autre. Si vous voulez insérer un élément, normalement, vous l'avez vu en première année, ou la supprimer un élément, vous faites des décalages. Vous décalez les éléments. Par exemple, vous voulez insérer un élément à la 3e position. Tous les éléments qui sont après la 3e, vous devez les décaler. Décaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des opérations. D'accord? Faire des opérations. T de I plus 1 égale T de I. C'est une boucle. Et donc, vous allez faire beaucoup d'opérations d'affectation pour décaler tous les éléments et pour mettre l'élément là où il faut. La même chose pour la suppression. Lorsque vous voulez supprimer un élément, pour supprimer un élément dans un vecteur, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas effacer un élément. Il est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez. Vous écrasez avec les éléments qui suivent. Donc, vous êtes obligé de décaler tous les éléments qui suivent. Donc, supposez que vous voulez supprimer le premier. Et vous avez un tableau de 200 éléments. Vous voulez supprimer le premier. Qu'est-ce que vous allez faire?
les 199 éléments, vous allez les décaler vers la gauche. Donc, vous allez faire 199 opérations d'affectation. D'accord? Ok? T2i-1 égale T2i. Vous allez ramener le T2i à T2i-1 pour supprimer votre élément. Vous comprenez ça? Oui. Donc, toute opération d'insertion dans un tableau nécessite des décalages vers la droite et c'est beaucoup d'opérations selon la position de l'élément. Hein. Surtout, peut-être si vous voulez insérer à une position très proche du début, donc vous allez décaler tous les éléments qui sont à. Le seul cas où ça ne nécessite pas de décalage, c'est lorsque vous devez ajouter à la fin ou supprimer à la fin. Enfin, la suppression, la même chose, c'est des décalages à gauche. Il y a une autre contrainte pour la représentation sous forme de tableau. Si le tableau est plein, vous ne pouvez pas insérer. D'accord. Vous ne pouvez pas ajouter un élément si votre tableau est plein. Vous avez déclaré un tableau de 700, vous allez mettre 500. Si vous voulez ajouter dans une exécution, il s'avère que vous avez 501 éléments, c'est pas possible parce que vous avez déclaré un tableau de 500. Bon. Et pour l'espace que vous avez réservé, vous ne pouvez pas le libérer. C'est impossible de le libérer. Il faut attendre la fin du programme. Quand le programme termine de s'exécuter, tous les espaces qui étaient réservés au programme vont être libérés automatiquement. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas un problème et tout. C'est pas un problème parce que vous ne voyez pas. Parce que vous, quand vous faites vos exercices, quand vous lancez une exécution, c'est une exécution où vous avez déclaré un tableau de 20 cases ou la 10 cases ou là, c'est vraiment quelques millisecondes et le programme se termine. Vous lancez l'exécution, c'est vraiment très rapide, trop rapide même. Et puis, en fait, tout est libéré. Mais là, il faut voir les applications réelles. Les applications réelles, vous pouvez avoir des applications qui durent des heures, des applications qui durent des jours pour rendre des résultats. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de données à manipuler. Et donc là, vous imaginez votre mémoire qui va rester saturée pendant des heures et pendant des jours, etc. C'est pas évident. Ok? Voilà. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça ralentit énormément le temps d'exécution au niveau de votre machine. Alors, maintenant, dans une liste chaînée, on essaye de comparer entre les deux, hein, la représentation tableau contiguë et la représentation avec une liste chaînée. Et après, on va revenir sur ça, bien sûr. Dans une liste chaînée, la réservation d'espace se fait élément par élément. Hein. Vous avez besoin d'un élément, vous lui réservez de l'espace. C'est-à-dire que on fait vraiment du sur-mesure. J'ai besoin de 4 éléments, je vais faire 4 fois, je vais demander 4 fois de réserver de l'espace. Pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième. C'est vraiment du sur-mesure, je n'ai pas de gaspillage d'espace mémoire. Et ce que j'ai alloué, quand j'ai pas besoin d'un élément, je peux le supprimer. D'accord? Quand je le supprime, je récupère l'espace mémoire. C'est-à-dire que l'espace mémoire devient libre. Supposez que vous avez une liste chaînée de 20 éléments, vous avez supprimé 10 éléments de cette liste, et ben il y a que 10 qui occupent de l'espace. L'autre espace, vous l'avez récupéré. D'accord? Et dans le programme, avant même d'attendre la fin du programme, hein, bon, on vous dit dans une liste chaînée, on a un accès, l'accès à la liste chaînée, c'est l'adresse du premier élément, c'est la tête de la liste, vous connaissez. Et chaque élément doit contenir l'adresse de l'élément suivant. Ça, on a dit. Ce qu'il y a, c'est que parmi les propriétés de la liste chaînée, il y a des choses intéressantes. Il n'y a pas de contrainte sur le nombre d'éléments. Vous n'êtes pas obligé de connaître le nombre d'éléments à l'avance parce que vous n'allez pas réserver pour tous les éléments à l'avance. Vous allez créer élément par élément. À chaque fois que vous en avez besoin, vous allez créer l'élément. Vous allez lui réserver l'espace. La taille de la structure liste. À chaque fois que vous ajoutez un élément, la taille, elle augmente. À chaque fois que vous supprimez un élément, la taille est réduite. D'accord? Donc là, une liste de 10 éléments, vous ajoutez, on va avoir une liste de 11 éléments,
ou supprimer, on va revenir à une liste de 10 éléments, etc. C'est vraiment dynamique. L'accès aux éléments, c'est ce qu'on a dit au début, il est séquentiel. Donc, en partant du premier élément, si vous voulez arriver à un élément donné, il faut parcourir tous les éléments qui précèdent en utilisant le lien suivant. Les opérations, quelque chose d'intéressant, c'est que pour ajouter un élément au milieu de la liste, ou là au début, ou là pour supprimer un élément au milieu ou là au début, vous n'allez pas, ou là à la fin aussi, hein. En fait à la fin ça ne nécessite pas de décalage. Vous n'allez pas faire des décalages, d'accord? Vous allez juste insérer, vous allez créer l'élément et vous allez le raccorder avec l'élément précédent et l'élément suivant. Donc il n'y a pas de décalage, d'accord? Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas d'opération affecter l'élément I plus 1 à un élément I ou la affecter l'élément I à l'élément I moins 1, une boucle comme ça, non. Là, vous allez créer votre élément et vous allez le raccorder avec l'élément qui doit le précéder et l'élément qui doit le suivre. C'est juste deux opérations pour faire le lien suivant, le lien avec l'élément précédent et le lien avec l'élément suivant. Un changement d'adresse. Et vous pouvez donc allouer, libérer de l'espace pour un élément. Donc, quand vous le supprimez, vous libérez. Quand vous ajoutez, vous allouez de l'espace. C'est très dynamique par des instructions du programme. Donc, c'est allouer, c'est le malloc du C. Allouer un élément, libérer un élément, c'est le malloc et le free du C pour ceux qui ont fait du TP. Hein. Et sinon, si vous n'avez pas fait, vous allez le faire cette année. Hein. Donc, on parle de structure de données dynamiques pour les listes chaînées. Et pour manipuler les structures dynamiques, on utilise des pointeurs. Les pointeurs, en fait, c'est des variables qui vont contenir des adresses. Parce que dans une liste chaînée, les éléments sont manipulés par des adresses. Vous avez l'adresse du premier élément, et dans le premier élément, vous avez l'adresse du deuxième élément pour arriver au deuxième. Dans le deuxième, vous avez l'adresse du troisième, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les structures dynamiques qui changent, donc la taille change de manière vraiment flexible. Elle augmente si on ajoute, elle diminue si on réduit, et si on supprime. Et pour manipuler ces structures, on utilise des pointeurs. Voilà. Bon, on va voir cette notion de variable statique et variable dynamique. D'abord, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble? D'accord. Ok. Ok, très bien. Donc, on va voir en fait la notion de variable statique et variable dynamique. Alors, on va lire ensemble. Toute variable déclarée dans un programme est stockée dans un emplacement de la mémoire. Ça veut dire que le compilateur va lui réserver un espace en mémoire. Donc, vous déclarez X du type, vous allez déclarer int X, float Y, etc. Lorsque vous lancez l'exécution de ce programme, il y a un espace mémoire pour X, il y a un espace mémoire pour Y. D'accord. Vous avez un tableau, il y a un espace mémoire pour le tableau, ici. Pour retrouver donc, une variable, il suffit de connaître l'adresse où elle est stockée en mémoire. Donc, une adresse 100, par exemple, est réservée à la variable X, une adresse 200 est réservée à la variable Y. Donc, le compilateur ou le système, il réserve les emplacements mémoire qui lui conviennent. Hein. On ne peut pas dire au système, le compilateur, il faut nous mettre la variable X à l'adresse 100. Elle dit c'est impossible. D'accord. Vous pouvez demander d'allouer de l'espace réservé, mais vous ne pouvez pas dire je veux que ma variable se trouve à telle adresse. Non. Les adresses sont gérées
par le système à sa convenance. D'accord. Alors, lorsque vous mettez égale 10, vous allez écrire x égale x fois 2. Si x égale 0, alors, on train de la manipuler par son défaut. À chaque fois que vous faites référence à x, le compilateur, il va aller à l'adresse de x. D'accord? Donc vous utilisez le nom de la variable, mais le compilateur, il utilise l'adresse de la variable. Ça se coupe pour tout le monde? Ah bon? Donc c'est la connexion qui est mauvaise. Bon, je sais pas, donc ça se coupe toujours. Je vais essayer de parler. Ça se coupe toujours. A priori, ça s'est réglé, madame. C'est réglé? Oui. D'accord. Oui, bon, en fait, c'est des contraintes de la connexion. Hein. Donc, ce que je disais quand vous déclarez une variable dans un programme, certainement il y a un espace mémoire qui lui est réservé. Vous, quand vous manipulez votre variable dans votre programme, vous allez l'appeler avec son nom, x, y, etc. Mais il faut savoir que le compilateur, lorsqu'il va manipuler cette variable, il va la manipuler par une adresse. S'il a mis la variable x à l'adresse 100, à chaque fois que vous faites référence à x, il va aller à l'adresse 100. D'accord? Il va trouver quelque chose, la donnée qui correspond à x. Voilà. Donc, en interne, c'est manipulé par des adresses mémoire. On vous dit, une variable statique est une variable qui est définie par un nom, le x par exemple, un type entier, une valeur. Bon, à tout moment, une variable, elle a une valeur, hein, qui peut changer parce que c'est variable, différente de constante, et lui correspond une adresse en mémoire réservée par le compilateur. D'accord? Voilà. Donc c'est tout, hein, c'est tout ce que je disais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette variable est réservée à la déclaration. D'accord? Vous la déclarez, un espace est réservé, et cet espace, il va rester occupé jusqu'à la fin d'exécution du programme. C'est une variable statique. Statique, ça ne veut pas dire qu'elle change de valeur. Elle change de valeur. Le nom variable veut dire change de valeur. Mais son emplacement, il est réservé en mémoire et il va rester réservé jusqu'à la fin de l'exécution du programme, jusqu'à la fin du programme. Et là, donc, on vous donne quelques exemples. Lorsque vous faites x de type entier, un espace de la taille d'un entier est réservé, un espace de la taille d'un réel, un espace de 20 fois la taille d'un entier est réservé, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on a besoin de réserver et libérer un espace de manière dynamique, on veut pas que notre variable ou notre tableau là reste réservé jusqu'à la fin du programme. On veut utiliser des instructions du programme pour demander de réserver l'espace et pour demander de libérer l'espace. Donc, on utilise une variable dynamique. Et une variable dynamique, elle est manipulée par pointeur. Maintenant, une variable dynamique est définie par un type, une valeur, qui peut changer bien sûr, et il lui correspond une adresse en mémoire. Bien sûr, lorsque vous réservez, vous dites je veux réserver un entier, vous pouvez réserver un entier. Je veux réserver un entier, il va vous réserver un espace en mémoire qui va correspondre à votre entier, mais qui sera pointé par un pointeur, d'accord, parce que c'est dynamique. Et lorsque vous dites non, j'ai plus besoin de cet espace, vous pouvez le libérer. Vous pouvez le libérer.
C'est ce que vous avez vu dans les listes. Mais sachez que même pour une variable simple, je peux le faire. Je réserve une variable simple et je la libère. Maintenant, on a dit qu'il faut utiliser les pointeurs et puis les instructions spécifiques pour l'allocation de la mémoire, c'est allouer. En langage, en algorithmique, on va utiliser l'instruction allouer et sachez que ce qui lui correspond en langage C, c'est l'instruction malloc. D'accord. Donc, en TP, vous allez utiliser malloc. Et lorsqu'on va écrire nos exercices en algorithmique, on va utiliser allouer. Donc, un pointeur est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. Donc, un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse. Ok. Et ne me dites pas qu'un pointeur, c'est un entier. Hein. Un pointeur est une variable qui contient une adresse. Ok. Les adresses, c'est vrai que ça correspond à des valeurs entières, mais en hexadécimal. Hein. Donc, il faut dire que c'est pointeur. C'est pas entier. Parfois, les étudiants, ils disent que c'est un entier. Non. Donc, si P contient l'adresse de A, on dit que P pointe vers A. C'est normal. Lorsque un pointeur contient l'adresse d'une variable A, le pointeur va pointer vers A. Hein? Voilà. Donc, pour déclarer un pointeur, comment vous faites pour déclarer un pointeur? Alors, en algorithmique, on va utiliser la notation chapeau. Donc, vous voyez l'accent circonflexe, le chapeau. Donc, déclaration d'un pointeur, vous donnez un nom à votre pointeur comme un nom de variable. Chapeau est le type de la variable. Ça veut dire c'est un pointeur qui va pointer vers un type. Par exemple, vous déclarez, vous suivez avec moi en haut, vous déclarez P de point chapeau entier. Ça veut dire que vous avez une variable P de type pointeur vers entier. Donc ce P, il peut contenir l'adresse d'une variable de type entier. Et comment vous déclarez en langage C? J'essaie de vous rappeler toujours, à vous allez faire facilement le TP. En langage C, votre pointeur, vous le déclarez avec int étoile P. D'accord? Donc le chapeau que j'utilise en algorithmique, c'est le étoile en langage C. Donc en général, vous déclarez type étoile nom du pointeur. Donc float étoile P, int étoile P, char étoile P. D'accord? Date étoile P. Ça veut dire que P, ça va être un pointeur vers un type date, par exemple. C'est clair? Ça, c'est la déclaration d'un pointeur. Hein. Juste pour déclarer un pointeur, vous donnez le nom du pointeur, chapeau et le type. D'accord. Maintenant, il y a un autre opérateur. Le chapeau ou bien l'étoile ou le chapeau, on l'appelle opérateur d'indirection. Bon, après, je vais ajouter. C'est l'opérateur d'indirection. Et après, il y a un autre opérateur, l'opérateur d'adresse. L'opérateur d'adresse, le arrobase, le hareng. Vous le voyez? L'opérateur d'adresse, le hareng. Il va servir à quoi cet opérateur? Il va servir à mettre l'adresse d'une variable dans un pointeur. C'est en fait pointer la variable par un pointeur. D'accord? Regardez ce qu'on peut faire. Le nom du pointeur, on lui affecte l'adresse d'une variable. Vous voyez, avec l'instruction juste après l'opérateur d'adresse. Je mets nom du pointeur, flèche, ça veut dire affectation, adresse de la variable. Bien sûr, si j'ai déclaré un pointeur de type vers entier, je vais mettre l'adresse d'une variable type entier. D'accord? Donc, on vous dit, après l'affectation, le pointeur va contenir l'adresse de la variable statique. D'accord? Regardez sur l'exemple. C'est très simple sur l'exemple. Hein? Sur l'exemple, vous allez tout comprendre, ce qu'on a dit sur cette table. Je déclare une variable de type entier. A. Bien sûr, quand je la déclare, la variable A,
Regardez, je vous fais un schéma à côté. La variable A, elle sera réservée, lui sera réservé un espace en mémoire. On suppose que le compilateur a décidé de la mettre à l'adresse 200 de la mémoire. Après, je fais P flèche adresse de A. D'accord? P flèche adresse de A, ça veut dire que je veux que le pointeur, le P, hein. La deuxième case blanche, là où il y a 200, c'est le P. Après, je vais le dessiner. Il voulait pas sortir, je ne sais pas. D'accord? Donc ici, P, c'est la case qui contient 200. Et du coup, je vous mets une flèche. Ça veut dire que P permet d'accéder à A. P permet d'accéder à A. D'accord? Il contient l'adresse de A. Donc, à partir du moment où vous avez fait l'affectation P flèche adresse de A, P va contenir l'adresse de A et permet alors d'accéder à A. Donc, là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez accéder à A directement. Vous pouvez accéder à A via le pointeur, en utilisant le pointeur, parce que vous avez fait un lien. Est-ce que c'est clair? Une fois qu'on a un lien vers une adresse mémoire, on peut accéder, un pointeur vers une adresse mémoire, on peut accéder à cette adresse mémoire via le pointeur. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites dans les fichiers. Vous utilisez le pointeur pour accéder aux éléments. Parce que vous avez un lien entre le pointeur et l'élément. C'est tout. Donc, j'ai repris un peu, juste pour ne pas perdre l'idée. Donc, ce qu'il y a en haut, c'est ce que j'ai dit dans la diapo précédente. Donc, on peut alors écrire, regardez en bas, on peut écrire A égale 50. A, on lui affecte 50. Rien ne nous empêche de le faire, c'est une variable statique. On va mettre la valeur 50 dans A. Maintenant, puisque le P, il pointe vers A, au lieu d'écrire A, on lui affecte 50, vous pouvez écrire chapeau P égale 50. Kif kif, c'est la même chose. Parce que P pointe vers A. Vous pouvez écrire A, on lui affecte 50, ou bien chapeau P, on lui affecte 50. C'est égal, c'est affecté, hein. C'est flèche. D'accord. Ok? Alors, chapeau P veut dire le contenu pointé par P. La case mémoire qui est chapeau P, c'est la case mémoire pointée par P. La case mémoire pointée par P, c'est quoi? Quelle est la case mémoire pointée par P? Allô? La case mémoire qui est pointée par P. J'ai dit P, c'est le cadran blanc qui contient 200. Hein. Oh, c'est la case A. C'est A. Ah, et la flèche, elle est bien. Parce que vous avez fait P. Il faut A. Vous avez fait P, on lui affecte adresse de A. D'accord? Vous avez fait P, je lui affecte adresse de A. Du coup, vous avez la flèche entre P et A. Donc, vous avez un accès à A. Soit directement, vous pouvez écrire A, je lui affecte 50. Là, tu n'as pas besoin du pointeur. Mais sinon, si tu veux utiliser le pointeur, tu fais flèche P, chapeau P, je lui affecte 50. Pourquoi chapeau P, je lui affecte 50, fait la même chose que A, je lui affecte 50? C'est parce que chapeau P veut dire la case mémoire pointée par P. Maintenant, dans notre exemple, la case mémoire pointée par P, c'est A. Et donc, ça veut dire qu'il va aller à A, il va mettre 50. C'est ma case. Donc, on peut alors accéder à A directement par son nom ou alors indirectement via le pointeur P. Qu'il faut indirectement, ça veut dire que l'opérateur chapeau, c'est l'opérateur d'indirection. Opérateur indirection parce qu'il permet d'accéder à une case mémoire indirectement via son pointeur. En passant par son pointeur. Voilà. Donc, je vous rappelle toujours, en langage C, on écrit P égale adresse de A pour affecter l'adresse de A à P. D'accord? Au lieu d'écrire P flèche arrobase A, c'est P égale adresse de A. Vous voyez l'adresse en langage C, c'est l'opérateur et commercial. Je l'ai mis en orange. Et si vous voulez mettre le contenu dans la case mémoire pointée par P, ça veut dire dans A, vous voulez mettre la valeur 50, vous mettez étoile P égale 50. Donc, le chapeau
le chapeau, en langage C, il est remplacé par étoile, d'accord? Et le arrobase, par l'adresse, il est remplacé par le et commercial. C'est pour des trucs de notation, hein. L'affectation, vous savez qu'en langage C, c'est égal, c'est pas flèche. Bon, est-ce que c'est clair ou y a-t-il des questions avant d'avancer sur la suite? J'attends vos questions si vous en avez, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, c'est clair, madame. Jusqu'à maintenant, c'est clair, d'accord. S'il vous plaît, les gens qui ont des questions, ils doivent se manifester, hein, d'accord. Voilà. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur les pointeurs? Eh ben, là, je l'ai fait sur des exemples, hein, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, c'est bien de regarder sur des exemples. Ok? Voilà. Donc ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai déclaré deux pointeurs P et Q de type pointeur vers entier. Deux variables P et Q de type pointeur vers entier. R, c'est un pointeur vers réel. D'accord? Donc je déclare deux pointeurs vers entier et un pointeur R vers un type réel. J'ai des variables X, Y, Z. D'accord, X, Y de type entier et Z de type réel. Bon, dans X, je mets une valeur 6. Rien ne m'empêche de mettre la valeur 6 dans X, un entier. Après, regardez, je fais P, je lui affecte adresse de X. P, je lui affecte adresse de X. Ça veut dire, c'est comme si j'ai fait tout à l'heure, je vais faire un lien entre P et X. D'accord, donc il y a une flèche. Ça veut dire que P va contenir l'adresse de X en mémoire. L'adresse de X en mémoire, c'est 100. Donc, le compilateur, il l'a mise à l'adresse 100. P va contenir cette adresse. Et du coup, quand vous faites ça, vous pouvez écrire X ou là, vous pouvez écrire chapeau P. C'est la même chose. Après, regardez ce que j'ai fait. En bleu, j'ai fait Q, je lui affecte P. Je me suis trompée, hein. Q, je lui affecte P. D'accord? Oui. Q, je lui affecte P, hein. Je vais corriger après. Ok, quand je fais Q, je lui affecte P, donc il est possible d'affecter un pointeur à un autre pointeur. Hein. Ça veut dire que Q va contenir une adresse qui est égale à 100. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q aussi, il va pointer vers X. Ça veut dire, vous pouvez écrire X égale 6, vous pouvez écrire chapeau P égale 6, vous pouvez écrire chapeau Q égale 6. D'accord, tout simplement. Ok, donc voilà. Deux pointeurs peuvent pointer sur la même case mémoire, oui. Oui. Bon, le pointeur, la valeur TAO, c'est l'adresse d'une autre variable, c'est ça? Oui, oui. Okay. Oui, parce que le compte, oui. Donc, oui, pointer deux pointeurs vers la même variable, et qu'on a un contenu, mais pas la même adresse, les pointeurs. Non, là. Pour moi, c'est des variables. Pour moi, c'est des variables qui sont rangées en mémoire. Les éléments de la mémoire. Oui, d'accord. Ils sont rangés à des adresses, par exemple, P, tu vas le trouver. La même valeur, c'est ça. Oui, c'est le même contenu. C'est la même valeur. Mais P, tu vas le trouver, par exemple, à l'adresse 500 et Q, tu vas le trouver à l'adresse 600. C'est des variables homogènes, hein. Il leur est réservé de l'espace en mémoire. Oui, je comprends. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu de P, où je fais. Et le contenu du pointeur Q, où je fais. Tu peux faire une affectation entre pointeurs et du coup, les deux pointeurs, ils vont pointer vers la même chose. C'est permis, hein, d'accord. Ça sert pas à grand chose, mais c'est permis. Voilà. Donc, on peut affecter un pointeur dans un autre. P et Q vont pointer sur tous les deux vers X. Et oui, là, P et Q. Là, je l'ai fait le soir, hier, j'étais très fatiguée. Okay. Alors, P++, regardez, autre chose que vous pouvez faire sur le pointeur. Vous pouvez incrémenter un pointeur. Vous pouvez même affecter quelque chose. Hein. Vous écrivez P égale 100, et ben le pointeur il va aller
pointer vers une adresse 100. Vous écrivez P égale 500, il va pointer vers une adresse 500. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce P++, qui veut dire P, je lui affecte P plus 1. Donc, on vous dit, on peut incrémenter un pointeur. Quand vous incrémentez un pointeur, normalement, il est à l'adresse 100. Il contient l'adresse 100. D'accord. Quand vous l'incrémentez, il va contenir quoi? Quelle valeur il va contenir? Le P quand vous l'incrémentez. Je ne vois pas, attendez que je regarde dans le chat. 101. 102. Alors, Bon, كم في الصون؟ on me dit 101, on me dit 102. 102 madame. 102. Plus. Oui. C'est plutôt 102. D'accord. Pourquoi 102? Parce que quand vous écrivez un pointeur plus 1 ou plus, il va sauter il va sauter tout l'élément. C'est-à-dire que votre pointeur, s'il pointe vers un entier, il va sauter les 2 octets de l'entier. Il va pas se mettre au milieu de l'entier. Il va sauter les 2 octets de l'entier. Si votre entier, il s'écrit sur 2 octets, si votre entier, il s'écrit sur 4 octets, il va sauter les 4 octets de l'entier. Hein. Ça dépend de la taille de votre élément sur la machine. D'accord? Donc, un pointeur, quand je l'incrémente, il va sauter toujours l'élément complet qu'il pointe. Ok? Donc, ici, si j'avais le R qui est de type réel et que j'avais fait R++, sachant que R, il est sur une variable type réel, quand je fais R++, le R, il va s'incrémenter de 4. Parce que la taille d'un réel, c'est 4. Donc, il faut imaginer qu'il saute l'élément complet. Voilà. Il va se mettre à la fin de l'élément. Et c'est ce que je vous écris ici, veut dire P égale P plus 2. Mais attention, n'écrivez pas P, je lui affecte P plus 2. Hein. Si vous écrivez P, je lui affecte P plus 2, il va faire encore multiplier par 2. Il va sauter 2 et 2. D'accord? Donc, vous écrivez P plus 1, P égale P plus 1 ou les P plus plus, vous voyez, il va s'arranger pour multiplier par la taille de l'élément qu'il pointe. Qu'on soit bien d'accord, hein? Voilà. Donc, je vous dis, ça veut dire P égale P plus 2, car la taille d'un entier est égale à 2. On a supposé, hein, c'est 2. Donc, quand vous écrivez, par exemple, Q, on lui affecte Q plus 2. Veut dire Q égale Q plus 2 fois 2. Car la taille d'un entier est égale à 2. Ça veut dire qu'il va sauter, en quelque sorte, 2 octets ou hésite 2 autres octets. D'accord? Il va se retrouver 4 octets plus loin. Ça, il faut bien le comprendre, hein. Madame, نديروا لك madame, نديروا l'incrémentation تاع le P, mais يوليش pointer vers le X. Ah oui, bien sûr. Quand tu incrémentes le P, il va pointer vers une case qui se trouve après X, à la case 102. Juste l'espace qui se trouve après X. Bien sûr. Voilà. Merci, madame. Je peux ajouter après un schéma. Voilà. Donc après, j'ai ici R, je lui affecte l'adresse de Z. D'accord? Je suppose que Z, c'est un réel qui contient une valeur 0,25 par exemple. D'accord? Donc R, je lui affecte l'adresse de Z. Et quand je fais R++, c'est ce que je disais, donc un autre exemple. Quand je fais R++, ça veut dire R égale R plus 4, car la taille d'un réel est égale à 4. Maintenant, sur vos machines, si la taille du réel c'est 8, il va sauter de 8. D'accord? Donc, il fait R plus la taille de l'élément, tout simplement, la taille de l'élément. On cherche pas à savoir est-ce que c'est 4 et 2, c'est la taille de l'élément. C'est OK? Donc, les opérations que vous pouvez faire sur les pointeurs, vous pouvez faire une affectation, vous pouvez faire une incrémentation. En fait, c'est les opérations qu'on a besoin de faire. Vous pouvez même faire P moins moins. Si vous faites P moins moins, vous allez revenir en 2 octets en arrière ou la 4 octets en arrière, hein, tout simplement. Vous allez vous retrouver avant l'élément, puis après. Voilà, c'est tout.
Vous pouvez faire P égale P fois 2, hein. Rien ne vous empêche. Puis, mais c'est des P fois 2, P. D'accord. En général, c'est l'incrémentation. Ok. Mais il faut comprendre que lorsque je fais P moins, je vais revenir de 2 octets en arrière ou la 4 octets en arrière à l'élément qui est pointé. Voilà, allocation d'espace en utilisant un pointeur. Donc toujours, je reprends les P et Q, un pointeur vers réel, je ne sais pas pourquoi j'ai repris ça. Allez, P, on lui affecte si je veux allouer un espace pour un entier. Un entier. Je mets P, je lui affecte allouer, à l'instruction, allouer taille de entier. Donc je fais quoi? J'utilise l'instruction allouer qui va correspondre au malloc, d'accord, du C. Et entre parenthèses, je dois donner la taille de l'espace que je veux allouer. Bon, je vais pas lui dire 4, 2, je vais lui dire la taille d'un entier. Donc après, ça dépend de la machine. Si l'entier c'est 2, il va réserver 2. Si l'entier c'est 4, il va me réserver 4. Oui. L'année passée, qui donne le cours les pointeurs, qui كنا نديرو la location, كنا نديرو allouer P, ماشي allouer. Oui. Juste. Oui, je sais que en fait, j'ai dit, hein, les enseignants, ils ont utilisé des conventions différentes, mais elle dit allouer P. Allouer P, elle ressemble beaucoup à l'instruction du Pascal. Là, fait le cours de la deuxième année, on voudrait se rapprocher le plus de la syntaxe du C. Comme ça, vous allez vous retrouver avec la même logique. Oui. Regardez le C, qu'est-ce qu'il fait? Il fait malloc size of int. Il fait malloc size of int. Là, on va faire allouer taille de entier. Vous comprenez? Je trouve que c'est des conventions de notation. Ok. Et ce qu'il alloue, il va le mettre, il va l'affecter, il va affecter son adresse à P. Bon, c'est un casque. Le int étoile, bon, pour l'instant, il ne faut pas regarder, c'est un casque. Donc, on essaie de se rapprocher le plus de ce que fait le C, la logique du C. Ok. Donc, P, je lui affecte allouer taille de entier. Ça veut dire, ce que vous avez l'habitude de faire, allouer P. Tout moi, vous allez allouer un espace. Ça qui dit allouer P. Il faut que tu ailles voir le P, comment tu l'as déclaré, parce que il va allouer la taille d'un entier, la taille d'une structure, la taille. Dans l'instruction, ça se voit déjà. Allouer taille de entier. D'accord? On veut la taille d'un entier et on veut que son adresse soit mise dans P. Voilà. Donc, je vous explique. On demande d'allouer un espace de la taille d'un entier qui sera pointé par P. Et voilà, le compilateur, il va le faire. Et il va nous allouer un espace à l'adresse 400. Il va mettre son adresse dans P. Donc, du coup, je pourrais accéder à cet espace via la variable P. D'accord? Parce que l'espace est pointé par P. Bon, parce qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pointeur flèche P égale 30. Chapeau P égale 30. Ça veut dire le contenu qui est pointé par P, je vais mettre dedans 30. Au bas, je peux vérifier. Je fais si chapeau P est supérieur à 50, par exemple. Voilà. Je peux le manipuler comme étant une variable normale. Le contenu pointé par P. D'accord? Voilà. Ce que vous remarquez ici, c'est que ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais la variable statique A, j'avais le pointeur P. D'accord? Donc, je pouvais manipuler mon espace soit directement en utilisant la variable A ou la variable X ou là indirectement en utilisant le pointeur P, le pointeur P. Maintenant, c'est différent. Là, je n'ai pas déclaré une variable statique qui s'appelle A, qui s'appelle X. J'ai déclaré juste un pointeur. J'ai demandé d'allouer un espace qui est pointé par ce pointeur. Avec l'espace, je vais le manipuler par pointeur. Et c'est ce que vous faites en général. C'est ce que vous faites lorsque vous manipulez les listes chez vous. Vous n'allez pas vous amuser à déclarer un espace avec un nom, vous lui affectez le pointeur, etc. Donc, c'est directement manipulé par pointeur. Regardez ce que je fais ici. Je fais Q
allouer 3 fois la taille de entier. Je peux demander une fois la taille d'un entier, 3 fois, 4 fois, 10 fois. On demande d'allouer un espace de 3 entiers qui sera pointé par Q. Donc là, il va m'allouer l'espace à l'adresse 220. Il y a un décalage. Hein. L'adresse 220, c'est ce que contient le pointeur Q. Voilà. Et le pointeur Q, bien sûr, il va contenir l'adresse de début de l'espace. Hein. Le reste, il est juste entier. Voilà, en langage C, vous allez écrire P égale int étoile malloc size of int. Donc, pour nous, l'opérateur size of, on l'a remplacé avec taille 2. Taille de entier, taille de réel, etc. Et Q égale int étoile malloc 3 fois size of int. Rien de sorcier, hein. C'est juste une traduction. Oui, à quoi ça sert d'avoir 3 fois la taille d'un entier? D'accord. Ça veut dire que tu peux stocker 3 entiers. D'accord. Dans cet espace, tu peux stocker 3 entiers. Madame, vous pouvez nous donner un exemple? C'est comme si c'est un tableau de 3 cases. Hein. Kif. Vous pouvez nous donner un exemple, madame? Il y a l'exemple. 3 fois la taille d'un entier. Non, l'exemple de l'entier, les coins de l'entier, tu peux avoir 10, tu peux avoir 11, tu peux avoir 25, tu peux avoir moins 2. En même temps. D'accord. Tu vas avoir ça. Hein? Madame, j'ai pas compris. Tu as 3 fois size of int. Quand tu demandes 3 fois la taille d'un entier, il va te réserver combien? 3. 6 octets. 6 octets. 6 octets, voilà. Mais les 6 octets, tu peux les manipuler comme étant 3 cases de tableau, si on veut. D'accord. Le premier élément entier, il va occuper 2 octets. Le deuxième élément, il va occuper 2 autres octets. Et le troisième, il va occuper 2 autres octets. D'accord. Bon, tu fais bien de poser la question. L'adresse du premier entier, ça sera quoi? Si tu veux mettre la valeur 20 pour le premier entier. 220. Non, 220, mais tu vas l'écrire comment? En instruction, tu vas pas lui dire 220. Là. Tu veux mettre la valeur 10 pour le premier entier. Tu vas l'écrire comment? Hein? « 222. Hein? Non, c'est juste un exemple. Oui, chapeau P, oui, très bien. Chapeau P, tu lui affectes 10, voilà. Et pour la deuxième case? Voilà, tu vas écrire ça, chapeau P, tu lui affectes 10. Tu vas avoir 10 dans la première case, pour le premier entier, parce que tu as demandé 3 entiers. C'est moi qui pose la question. La deuxième case, tu veux mettre la valeur moins 5. Qu'est-ce que tu vas écrire pour mettre la valeur moins 5? On réécrit A plus 1. Voilà, très bien. Q plus 1, mais JP, hein. JP, c'est Q. J'ai une réponse. Q plus 1. Parce qu'on a dit, quand tu mets plus 1, tu vas sauter un entier. Plus 1. Quand tu fais un pointeur plus 1, il va sauter un entier. Q, il se trouve à l'adresse 220. Q plus 1, il va se trouver à l'adresse 222. Et tu lui demandes de te mettre à l'adresse 222 la valeur moins 5. D'accord? Ok? Et après, si tu veux mettre quelque chose, par exemple la valeur 38 dans le dernier, dans le dernier entier, tu veux mettre la valeur 38, tu vas écrire comment? Tu vas écrire comment? Plus 2. Plus 2, voilà. Plus 2. Parce qu'à chaque fois que je dis le wahed, il va sauter un élément.
tu vas écrire Q plus 2. Et effectivement, il va te mettre, vous allez voir ça en TP, il va te mettre les valeurs là où tu demandes. Hein. D'accord. D'accord, voilà. Donc, chapeau Q, il pointe le premier élément. Chapeau Q plus 1, il pointe le deuxième élément. Chapeau Q plus 2, il pointe le troisième élément, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on fait l'allocation de vecteurs. Voilà, parce que en fait, vous avez anticipé sur la suite du cours. Là, donc, j'arrive, puisque en fait, vous avez un petit peu anticipé. Hein. D'accord. On déclare un seul pointeur, oui. Le pointeur de début. Un seul pointeur, oui. Et après, on le fait avancer. Plus 1, plus 2, plus 3, oui, m'ché. D'accord. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, regardez ce qu'il faut savoir lorsque vous déclarez un vecteur tout simple. Mais on n'a pas utilisé les pointeurs. Hein. Je reviens à int t de 5, par exemple. Oui, placé côte à côte, bien sûr. Lorsque tu dis, non, c'est pas, c'est 400, 402, 404. Il va sauter. Oui, les adresses, le premier octet 400, le deuxième octet 401, le troisième octet 402, oui, oui. Bien sûr. Et puisque c'est un entier, il sont toujours 2 octets. Ou la 4 octets, si l'entier s'écrit sur 4, il occupe 4. D'accord. La taille d'un entier, voilà. Donc, lorsqu'on fait une simple déclaration de vecteur dans un programme, ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur, il crée un espace contigu, là, ça. Pour le vecteur, la taille de l'espace, c'est 5 fois la taille d'un entier, comme normalement. 5 fois la taille d'un entier, donc 10 octets. L'adresse de début de l'espace, elle est dans T, donc c'est le nom du tableau qui est l'adresse. C'est pour ça qu'on vous dit en langage C, les tableaux sont transmis par adresse, exclusivement. T est alors une adresse, un pointeur vers int. C'est comme ça que ça se passe, même lorsque vous faites une déclaration de vecteur. Toute simple, int t de 5, la int t de 10 ou la float t de 20 ou la. D'accord. Voilà. Je vous schématise en bas. Donc ici, voilà. Il vous a réservé un espace à l'adresse 100. L'adresse 100, elle est contenue dans T, qui est le nom du tableau. Et le nom du tableau, c'est un pointeur vers tous les éléments du tableau. C'est un pointeur vers le T de 0. Ensuite, pour arriver à T de 1, c'est T plus 1. Pour arriver à T de 2, c'est l'adresse T plus 2. Pour arriver à T de 3, c'est l'adresse T plus 3. Donc, c'est un tableau d'entier ou de réel, c'est T plus 1, T plus 2, T plus 3. Parce que si c'est un réel, si c'est un tableau de réel, quand je fais T plus 1, il va sauter la taille d'un réel. Il va se retrouver sur l'élément suivant, l'élément réel suivant. Quand c'est un entier, il va sauter la taille d'un entier, il va se retrouver sur l'élément suivant. Si c'est un tableau de type date, il va sauter la taille d'un enregistrement de type date, il va se retrouver toujours sur l'élément suivant. Donc, il y a aucun problème à écrire T plus 1, T plus 2, T plus 3. Mais c'est un tableau d'entier, un tableau de réel, un tableau de date, un tableau de n'importe quoi, d'accord? Un tableau d'une structure étudiant, un tableau, ok. Donc, voilà. Le fait que le P plus 1 ou le P plus plus, il ne fait pas plus 1, il fait plus la taille d'un élément, ça marche à tous les coups. Oui, oui. Vous pouvez accéder aux éléments du tableau, vous pouvez accéder normalement avec T de I, comme vous avez l'habitude de faire, ou là vous pouvez accéder avec chapeau T plus I, le contenu pointé par T plus I. D'accord? Donc la valeur 100, on dit que c'est l'adresse de début du vecteur en mémoire. La question, donc j'arrive, la question si la taille du tableau n'est pas connue au préalable, parce que on sait que c'est un tableau de 5 et on sait comment le compilateur a réservé l'espace au tableau. D'accord?
Voilà, c'est comme ça qu'il s'est arrangé pour lui réserver l'espace de 5 éléments partant de T0 jusqu'à T4. Maintenant, ma question, si la taille du vecteur n'est pas connue au préalable et dépend d'une donnée ou d'un résultat de calcul dans le programme, au moment de l'exécution. Donc, on a le tableau taille, quelle taille il va avoir, et je ne veux pas réserver une taille extravagante qui va aller jusqu'à 1000, alors que je ne vais utiliser que 2 cases. Pourrait-on créer un vecteur d'une taille bien définie? Ça veut dire, pourrait-on faire du sur-mesure? J'ai besoin d'un tableau de 10, je vais créer 10. J'ai besoin d'un tableau de 1000, je vais créer 1000. D'accord? Je vous donne un exemple simple. Un exemple simple. Vous me suivez? Je vais l'écrire dans le chat. Donc, je veux un tableau qui va stocker tous les prédécesseurs paires d'un entier n et vous allez voir la question. Regardez la question. Je veux un tableau, je l'ai envoyé dans le chat, hein. Je veux un tableau qui va stocker tous les prédécesseurs paires d'un entier n quelconque. Les prédécesseurs paires commençant par 0, ça veut dire toutes les valeurs inférieures, toutes les valeurs paires divisibles par 2, 0, 2, 4, 6, 5. Je veux dans un tableau mettre tous les prédécesseurs paires d'un entier n quelconque. La question qu'il faut se poser, n. Si n égale à 5, vous allez stocker combien? Vous allez avoir besoin de combien? 3 cases. 3 cases. 3 cases, voilà. Si n égale, maintenant, si n égale 500, parce que je peux donner ce que je veux comme valeur pour n. Si n égale à 500, vous allez avoir besoin de 250. D'accord? Si n égale 10 000, vous allez avoir besoin de combien? 5000. Vous voyez? Donc, selon la valeur de n, je peux avoir besoin de 3 cases, je peux avoir besoin de 200 cases, je peux avoir besoin de 5000 cases. Vous voyez combien c'est différent? Et je vais déclarer combien n هذا. Même si on me dit n est inférieur ou égal à 10 000. Ils me disent n est inférieur ou égal à 10 000. Je vais voilà, c'est n sur 2 plus 1, oui. Je vais réserver 5000 et parfois je vais utiliser 2 cases. C'est pas bon. D'accord? Donc là, je me dis, c'est un cas où je devrais faire du sur-mesure. Quand l'utilisateur me donne la valeur de n, je vais créer le tableau. S'il me donne n égale à 10, je vais lui créer un tableau de 5. Je vais demander de réserver un tableau de 5. S'il me donne n égale 5000, je vais lui réserver un tableau de 2500 cases. S'il me donne n égale à 100, je vais lui réserver un tableau de 50 cases. Je vais faire du sur-mesure. Je vais allouer l'espace du tableau dont j'ai besoin selon la valeur de n. Bon, c'était juste un exemple pour attirer votre attention. Mais je ne peux pas à tous les coups, opter pour un maximum. D'accord? Parce que vraiment, c'est du gaspillage d'espace mémoire. D'accord? Donc, je reviens sur mon cours. Pourrait-on créer un vecteur d'une taille bien définie, de 10, 11, etc. Oui, bien sûr, je peux. D'accord, je peux. La réponse, oui. On fait une allocation dynamique de la mémoire à l'aide de l'instruction allouée ou en langage C à l'aide de l'instruction malloc. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait avec le pointeur Q quand j'ai dit 3 fois la taille d'un entier. C'est comme si j'avais réservé un tableau de 3. Et je continue avec ce dernier point. L'intérêt pour une allocation dynamique de vecteurs, on peut allouer le vecteur par une instruction dans le programme si la taille du vecteur dépend d'un calcul et n'est pas connue a priori. Il est d'une donnée du programme. Et on peut libérer le vecteur si on n'en a plus besoin avant la fin du programme. Ce qu'on alloue avec une instruction du programme, on peut le libérer.
Donc, vous avez l'instruction allouer, vous avez l'instruction libérer, qui va être comme l'instruction maloc et l'instruction fruit avant la fin du programme. Alors, comment allouer un tableau? Et on va terminer avec ça. Hein. Comment allouer un tableau? C'est pointeur, on lui affecte allouer nombre d'éléments, NB, fois la taille du type d'élément. Vous avez compris? Vous voulez un tableau d'entier de type 10, un tableau de 10 éléments de type entier. Vous écrivez P, on lui affecte allouer 10 fois la taille de entier. Bon, vous voulez un tableau de réel, vous dites je veux 20 fois la taille de réel. D'accord, voilà. Et là, vous déclarez votre tableau, vous n'allez pas le déclarer T de 10, mais T de N. Vous allez le déclarer comme un pointeur. Regardez plus bas, votre tableau T, vous allez le déclarer comme un pointeur. Au bas, on fait lire N, on demande le nombre d'éléments. D'accord? On demande le nombre d'éléments. T, on lui affecte allouer N fois la taille de entier. D'accord? On a le N, on fait N fois la taille de entier. Il va nous réserver 10 fois, ça dépend le N, 10 fois, 5 fois, 20 fois, 1000 fois, etc. Et on déclare, j'ai dit, on déclare le pointeur, le tableau comme un pointeur. D'accord? D'accord? Si tu veux un tableau de pointeur, tu fais T, tu le déclares comme pointeur vers pointeur, 2 fois le chapeau. Mais on y arrive, elle dit que c'est la matrice. La matrice, tu auras besoin d'un tableau de pointeur. Et tu vas le déclarer avec chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau entier. Ça veut dire pointeur vers pointeur. D'accord? Celui qui a posé la question, si je veux un tableau de pointeur. Voilà. Voilà. Tu vas utiliser pointeur de pointeur. Même en langage C, tu vas mettre étoile, étoile, 2 fois. Voilà. Donc maintenant, si je veux accéder aux éléments du vecteur, à quelles adresses se trouvent les éléments T2, 0, T2, A, etc. Dites-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Pour allouer de l'espace pour un pointeur de pointeur, on fait... Pointeur de pointeur, je lui ai répondu, mais on y arrive. Elle dit que c'est la matrice. D'accord. D'accord. On y arrive, vous allez voir. Donc ici, pour accéder à une case, à la case T, l'adresse de l'élément T20, c'est combien? L'adresse de l'élément T20, c'est T, d'accord, c'est T. L'adresse de l'élément T1, c'est quoi? T1, c'est T plus 1. L'adresse de l'élément T2I, n'importe quel élément, c'est T plus I, d'accord. Maintenant, si je veux l'élément lui-même, l'élément T2I, l'élément T2I. Donc, l'adresse, c'est T plus I. Hein? L'adresse de l'élément, c'est T plus I. Mais si je veux l'élément, bon, vous me dites étoile, c'est chapeau T plus I. C'est chapeau T plus I. Et je vous dis tout de suite que c'est équivalent à T2I. Kif kif. Regardez. T plus I, c'est une adresse. Quand je veux le contenu de l'adresse, d'accord, quand je veux le contenu de cette adresse, je mets chapeau T plus I. Je fais avec P plus I, P plus A, etc. D'accord. Chapeau T plus I. C'est équivalent à T2I. Donc, dorénavant, en langage C, vous écrivez Hagda ou la Hagda kif kif, même en algorithmique. Hein. C'est équivalent Vous avez vu ce que je vous ai écrit sur le chat? Étoile T plus I est équivalent à T2I. En langage C, donc si vous voulez manipuler votre tableau avec T2I,
ou là, avec étoile T plus I, c'est la même chose. C'est clair? Oui. Maintenant, si je veux l'adresse de l'élément, en langage C, l'adresse de l'élément, c'est T plus I, c'est équivalent à écrire adresse, je vais retrouver l'adresse, adresse de T de I, et veut dire l'adresse de l'élément de. Lisez ce que je vous ai mis dans le chat. Donc, T plus I, c'est équivalent à écrire, parce que T plus I, c'est une adresse. T plus 1, c'est l'adresse du premier, du deuxième. T plus 2, c'est l'adresse du troisième, etc. C'est adresse de T de I qui veut dire l'adresse de l'élément T2. Oui, il se trouve en. D'accord? Pourquoi lorsque je fais plus 1, plus 2, je retrouve l'élément? Parce que les éléments sont rangés l'un à côté de l'autre. Espace continu. C'est clair? Oui, oui. T plus I, c'est équivalent, c'est égal à l'adresse de T2. Donc, dans un programme C, tu veux écrire T plus I ou là, tu veux écrire adresse de T2I, c'est la même chose. Hein. Par exemple, tu veux écrire, regarde, tu veux écrire scanf pour un tableau d'entier, hein, pour sonder adresse de T2I. Tu veux lire des éléments. Alors, c'est équivalent à donc, scanf pour sonder voilà. Tu peux même l'essayer hein, sur machine. Scanf pour sonder adresse de T2I, c'est équivalent à écrire scanf pour sonder T plus I. Après, tu affiches ton vecteur. Tu vas voir est-ce que réellement il a mis les valeurs que tu as introduites dans les cases qu'il faut. Tu peux afficher pour voir est-ce que T plus I marche comme adresse de T2.